Salut tout le monde, ça fait maintenant un an que Sony a dévoilé le Sony A9 III et sur les 12 derniers mois, clairement, c'est le boîtier avec lequel j'ai placé le plus de temps, c'est le boîtier que j'ai le plus utilisé. Je me suis dit, on va faire un retour quand même un an après parce que je suis pas certain qu'il y a un an, j'avais perçu finalement à quel point il allait m'apporter ce boîtier-là. Donc on va en reparler aujourd'hui. Alors d'habitude, je vous montre des photos de test. Là, je vais faire une exception, hein. Je vais vous montrer quelques photos perso que j'ai pu faire à New York au mois de juillet avec ce Sony A9 III. Vous allez voir que alors c'est du noir et blanc, c'est retouché. Toutes les photos que vous voyez là ont été développées comme je développe d'habitude mes photos perso. Alors que les photos de test que je vous montre habituellement, elles sont brutes de capteur, hein. Donc évidemment ici, c'est du noir et blanc perso. Vous verrez que la majorité de ces photos-là sont prises avec un 20-70 f4. C'est une optique que je surkiffe. En voyage, c'est vraiment l'optique que j'amène absolument partout parce que je trouve que on est capable de faire du paysage avec, on est capable de faire du portrait, on est capable de faire du close-up. Enfin, vraiment, c'est une optique que j'aime beaucoup sur le terrain. Après, c'est vrai que New York, au début, j'ai eu des petits doutes quand même, hein. C'est quand même une ville où on photographie beaucoup la nuit, où on va être exposé à des contrastes forts, à une haute dynamique. Ici, vous voyez, j'avais envie de faire des filets. Ah, c'est quand même une ville où on se dit on va monter assez régulièrement dans les ISO parce qu'on a à la fois de la basse luminosité et des mouvements. Et je me suis quand même un peu demandé si je faisais pas une bêtise en partant à New York avec ce A9 III au début. Voilà, c'est vrai qu'au début, c'était pas une évidence, c'est le doute, c'est le boîtier que j'utilisais le plus. Donc je me suis dit, allez, on va aller à New York avec ce A9 III et on verra bien ce qu'il en ressort. Et je dois dire que zéro regret en fait, zéro regret. C'est-à-dire que ce A9 III, même dans des conditions où franchement il n'est pas fait pour ces conditions-là, hein, le A9 III il est fait pour aller dans des gymnases, il est fait pour aller faire du sport, des Jeux Olympiques, pas vraiment fait pour faire du paysage ou de la photo de rue. Et je dois dire, regardez cette photo-là quand même. Parfois on oublie, 24 millions de pixels, on se dit est-ce que réellement c'est suffisant? Je dois dire que sur des scènes comme ça, quand même, 24 millions de pixels, c'est pas si mal, hein. Et là, vous voyez, des énormes contrastes parfois. On va y revenir, et évidemment, hein, bon, là j'en ai des photos perso, je n'en ai pas mis beaucoup, parce que voilà, les gens qui étaient avec moi n'avaient pas vocation à finir sur YouTube. Mais juste pour dire, mes enfants sont fous d'attractions fortes, ça allait à une vitesse pas possible. C'est vrai que, on va en reparler, mais 120 images par seconde, ouais, on capture quand même des instants parfois, des expressions qu'on capture pas aussi facilement avec d'autres. Et donc évidemment, et ça avait été commenté lors de la sortie du A9 III, est-ce que 24 millions de pixels c'est suffisant? Je voulais juste revenir sur un point, parce que j'entends beaucoup de bêtises. Quand on passe du Sony A1 de 50 millions de pixels au Sony A9 III de 24 millions de pixels, il y a 2 fois plus ou 2 fois moins de mégapixels. Ça, c'est la vérité. Par contre, la taille de l'image, ce n'est pas 2 fois plus, hein. Souvent, j'entends les gens dire ça, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que quand vous doublez le nombre de pixels d'une image, vous ne doublez pas ses dimensions. Il faut quadrupler le nombre de pixels pour doubler les dimensions. C'est-à-dire que vous avez une photo de 24 millions de pixels. Si vous voulez une photo qui est 2 fois plus grande, il faut 96 millions de pixels. Il faut quadrupler. C'est-à-dire qu'entre un Sony A1 et un Sony A9 III, il y a 40%, l'image est 40% plus grande sur un Sony A1 que sur un Sony A9 III. Elle n'est pas 2 fois plus grande. 40%, c'est évidemment une différence qui est significative, c'est important. Certains qui recroppent beaucoup, clairement 40% d'images en plus, c'est très intéressant pour les recadrages, mais c'est 40%, c'est pas 2 fois plus grand. 40%, c'est pas 100%. Donc je voulais juste revenir sur ce point-là pour que ça soit clair pour tout le monde, mais c'est vrai que avec 24 millions de pixels, vous avez déjà beaucoup de latitude, hein. Moi, j'ai fait des crops comme celui-là, et à la fin, on garde 10 mégapixels. Après, j'ai fait des crops beaucoup plus agressifs, comme celui-là, où là, effectivement, je garde que 8 mégapixels, et d'autres encore plus agressifs, où je garde que 6 mégapixels sur celui-là. Mais on se rend compte, et regardez bien, j'avais déjà fait des vidéos, combien il faut de mégapixels pour faire des tirages. 6 mégapixels, je peux déjà faire des tirages qui sont intéressants. D'autant plus qu'aujourd'hui, j'ai des outils qui me permettent de doubler la résolution très facilement et quasiment sans perte de qualité. Donc encore une fois, je ne dis pas que 24 millions de pixels, c'est le Graal. Je dis juste, attention quand même, depuis un an, avec le Canon R1 qui vient de sortir aussi, on a presque l'impression qu'avec 24 millions de pixels, on ne peut plus rien faire. C'est vrai que moi qui ai beaucoup utilisé, je suis passé, ça a été mon cas, du Sony A1 au Sony A9 III. Le 24 millions de pixels permet déjà de faire beaucoup de choses. 40% d'images en plus, c'est intéressant sur le Sony A1, mais c'est pas non plus le jour et la nuit entre les deux, et c'est quelque chose qui, lorsque j'ai fait mes crops, lorsque j'ai fait mes photos, a été un point où je me suis dit, ouais, quand même, c'est vrai que la perte, elle n'est pas si
impressionnante que ça. Évidemment, l'autre sujet important, c'est la montée en ISO. Hein. On sait qu'avec son Global Shutter, le A9 III n'a pas la meilleure montée en ISO du marché. Il a une montée en ISO, si je caricature, d'un APS-C. C'est à peu près ça. Hein. C'est un point qui a évidemment crispé. Je dois dire que moi, eh ben, finalement, ça ne m'a pas gêné. C'est-à-dire que dans la manière dont je fais mes photos, et vous voyez, ça par exemple, c'est une photo prise à 10 000 ISO. Bah, évidemment, ici, je suis zoomé à 100%. Vous allez vous dire, mais tu te fous de moi, la qualité, elle est impeccable. Bah, c'est vrai que j'ai tendance à post-traiter mes photos. Si je vous montre le RAW de base, ici, ouais, c'est pas du tout la même chose. Hein. Là, j'ai quand même pas mal de bruit. Alors même que ici, sur cette photo, j'ai une petite réduction du bruit. Mais en fait, moi, mes photos, je vais forcément les passer soit dans Topaz, soit dans DxO. Et une fois passé dans DxO, franchement, qu'il y ait 2/3 de stop ou un stop de montée en ISO moins bonne sur le A9 III, je vais vous le dire franchement, ça ne change strictement rien à mes photos. La réalité, c'est ça. C'est que finalement, si vous faites du JPEG et que vous voulez le détail à 12 800 ISO direct et que vous voulez avoir la photo finie dans le boîtier, ça ne va pas être possible hein, avec ce A9 III. Par contre, c'est vrai que pour les gens qui retouchent un peu leurs photos, moi, pour les 20-25% de photos que je vais faire à haut ISO, bah, je vais tout simplement les retraiter après coup. Vous voyez, ça c'est pareil, hein, c'est une photo à 10 000 ISO. Et évidemment, hein, là, quand vous la regardez comme ça, cette photo, elle est top. Si vous regardez le RAW de base, il est beaucoup moins top. Hein. Mais vous voyez ici, le pont là qui était éclairé de nuit, dynamique énorme, j'ai réussi à la récupérer quand même. Et là aussi, j'ai été étonné, c'est que j'ai trouvé que j'avais quand même de la marge en termes de dynamique. Et certes, autant la montée en ISO, c'est vrai qu'on voit un peu plus de bruit, autant sur la dynamique, il ne m'a pas joué de tour. Et la dynamique dans des scènes extrêmement contrastées m'a toujours finalement a toujours répondu présent. Donc, bah, c'est vrai que la montée en ISO, elle est moins bonne. Pour ceux qui post-traitent un peu leur image, franchement, ça fait aucune différence. Moi, de toute façon, dans mon workflow, hein, le post-traitement, bah, ça fait partie du travail. C'est-à-dire que clairement, à chaque fois, je vais passer un petit coup de post-traitement pour enlever des plis, pour améliorer la peau, pour améliorer les yeux. Donc finalement, dans mon flux de travail, le A9 III, il n'a pas changé grand-chose. Par contre, ce que j'ai kiffé, c'est l'évolution de la colorimétrie. Je trouve que c'est sincèrement le premier boîtier Sony où je me dis, cette fois-ci, sur la colorimétrie, ils ont le truc. La colorimétrie chez Sony, on peut dire, il n'y a pas de problème, elle a évolué entre chaque boîtier. Il n'y a pas deux boîtiers Sony qui ont la même colorimétrie. À chaque fois, à la recherche d'une amélioration, signe quand même que c'était pas parfait puisqu'ils l'améliorent de boîtier en boîtier. Et je dois dire que là, cette fois-ci, je pense plus qu'il y ait grand-chose à améliorer. Ils ont une colorimétrie qui est aussi bonne que chez Sony ou que chez Canon. Et j'ai vraiment hâte que cette colorimétrie-là s'infuse sur tous les futurs boîtiers parce que réellement, là, il n'y a plus de problème de peau magenta, il n'y a plus de problème de montée en ISO, parfois avec des teintes un peu vertes. Tous ces problèmes-là de colorimétrie, les couleurs sont nickel. Après, si on doit parler d'autofocus, on n'est pas sur un autofocus où on se dit « Waouh, j'ai jamais vu ça avant, c'est une amélioration significative par rapport à tous les anciens Sony. » Sincèrement, j'ai retrouvé un autofocus, c'est-à-dire une qualité de détection de la mise au point, qui me fait penser un peu à celui du A7R5. Je n'ai pas trouvé qu'il y avait un fossé entre un A7R5 et un A9 III quant à la qualité de la détection. Vous voyez, par exemple, ici, on voit que j'essaye de suivre cette surfeuse et il hésite un peu entre la planche, la tête. Là, maintenant qu'elle s'est levée, que bon, c'est facile, mais évidemment, on est sur un des meilleurs autofocus du marché et de l'histoire de la photo. Ça va sans dire. Mais vous voyez, par exemple, par moment, là, je veux évidemment accrocher une surfeuse avant qu'elle parte. J'ai mon collimateur, moi, je veux que ça accroche. En fait, je sais qu'un Canon, dans la même situation, accroche sans se poser aucune question. Là, c'est vrai que j'accroche parfois un peu les vagues. Je suis sur un autofocus qui n'est pas aussi bon que, par exemple, les meilleurs Canon aujourd'hui et qui n'est pas différent des anciennes générations de Sony. Donc, évidemment, ça reste excellent. Là, on voit, hein, il accroche plutôt sur le devant de la planche plutôt que sur Maxime. Donc voilà, là, il a récupéré la tête de Maxime. Mais tout ça pour dire que c'est vrai que parfois, je me dis, l'autofocus, il pourrait être un peu mieux. On est sur un autofocus, et c'est toujours différent, dur, je trouve, dans les vidéos, d'arriver à faire comprendre que, vous voyez là, moi, je veux qu'il accroche la surfeuse, il accroche les vagues. C'est toujours difficile, je trouve, de faire comprendre en vidéo que on est sur probablement, il y a un ou deux boîtiers sur le marché, dans tout le marché de la photo, qui fait mieux que cet autofocus-là. Donc, on est dans ce qui se fait de mieux comme autofocus. Mais
c'est pas non plus une révolution par rapport à ce que savait faire Sony avant. Ça reste un excellent autofocus, mais il n'y a pas non plus une évolution par rapport à ce qui se faisait avant chez Sony. Mais en fait, le game changer, il n'est pas là. Le game changer, il est sur le 120 images par seconde. Et ça, c'est une dinguerie, parce que si vous photographiez du mouvement, en fait, il faut vraiment l'essayer, je pense, pour réaliser à quel point c'est ouf. Mais si vous faites de l'action, vous détaillez un mouvement comme jamais j'ai pu détailler un mouvement. Et là, moi, je vous le dis, et je vous l'affirme, il n'y a pas deux photos qui sont identiques sur ces rafales, tellement ça va vite. Même à 120 images par seconde, la différence entre deux photos est énorme. Regardez par exemple sur cette rafale-là. Hop, je détaille à 120 images par seconde. Je ne sais pas quelle photo vous préférez, mais là par exemple, on ne voit pas la balle. La photo d'après, on voit juste la balle qui est en train de se lancer. Puis après, la balle, elle disparaît ici dans le cadre. Et on ne la voit plus du tout. En fait, il y a une seule vraiment photo qui est meilleure que les autres. Il n'y en a pas deux. Celle d'avant, on voit pas la balle. Celle d'après, on voit quasiment plus la balle. Je suis à 120 images par seconde, il n'y a qu'une photo. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup remarqué. On vient de voir un combat de boxe il n'y a pas longtemps avec Anthony Joshua, si je ne dis pas de bêtises, qui prend un KO. Il y a une photo absolument dingue. Et bien cette photo-là, avec du 120 images par seconde, vous savez que vous êtes sûr et certain de l'avoir. Vous comptez plus sur la chance. Et je dois dire que pour avoir fait pas mal de rafales avec ce truc-là, c'est quelque chose où, une fois qu'on l'a essayé, wow, ça permet réellement d'avoir une photo différente en fait. Et il y avait une anecdote, j'étais avec Benjamin derrière la caméra, et lui il avait un A7 IV pour essayer de faire les photos avec cette balle-là. Il ne voyait jamais la balle. Alors évidemment il était à 12 images par seconde hein, sur un A7 IV, mais 12 images par seconde c'est finalement que 2 fois plus lent hein, qu'un Sony A1 à 30 images par seconde en gros. Bon, j'approximative, mais vous comprenez l'idée. Quand on passe de 30 à 120, vous avez 4 fois plus d'images. Pour détailler le mouvement, c'est une dinguerie. Et c'est vrai que là, encore une fois, si vous regardez, il y en a forcément une à un moment donné. Moi, j'ai l'impression que c'est celle-là ou celle-là. Une des deux là. Où je trouve qu'il se passe un truc. Entre le mouvement, les yeux, la balle, il y a une espèce d'alignement, une espèce de triangle. Si vous imaginez un Sony A1 qui a 4 fois moins d'images puisque vous avez 30 images par seconde, vous pouvez avoir un écart de 3 images, ça veut dire. Donc imaginons que c'est cette image-là que vous voulez, peut-être que sur le Sony A1, vous avez celle-là. Ou alors vous avez celle-là. Vous voyez ? Clairement, ça permet de détailler le mouvement comme aucun autre appareil photo sur le marché peut le faire et de vous fournir des images où probablement aucun autre boîtier vous aurait donné autant de choix. C'est un fait, c'est 4 fois plus d'images. Et ma crainte initiale, c'est d'être enseveli sous des milliers de photos à devoir trier et à stocker. Et je dois dire qu'après un an de recul, ma manière de shooter a complètement changé puisque j'attends que ça se passe pour shooter, puisque j'utilise la pré-rafale RAW dont on va discuter. Mais quand j'appuie sur le déclencheur, c'est que je sais d'avance qu'il s'est passé quelque chose. Je le détaille à mort sur environ 2-3 secondes à 120 images par seconde. Mais du coup, j'ai pas non plus des milliers de photos et j'en ai probablement pas plus que si j'avais dû anticiper et j'avais plein de photos vides parce que j'imaginais qu'il allait se passer quelque chose. Donc au final, encore une fois, c'est plutôt bénéfique. D'autant que Sony permet de lire la rafale comme sous la forme d'une vidéo. Vous sélectionnez la photo. Moi, j'ai une touche qui me permet de protéger une image. Je protège 2, 3, 4, 5 images maximum. Je supprime toute la rafale. Il y a une interface qui est prévue pour ça. Au final, je ne garde que 4, 5 photos. Si on parle de la capacité à avoir des photos différentes et peut-être qu'on n'aurait pas eu avec d'autres photos, il est unique ce boîtier. D'autant qu'il y a un point dont on n'a pas parlé, c'est évidemment la pré-rafale en RAW qu'on voit ici. On voit qu'à chaque fois, je bufferise avant, et il y a le moment où j'appuie, et on voit la flèche qui se complète en vert, et je récupère une seconde de photo avant, et une seconde, c'est 120 images par seconde. J'appuie que quand je sais qu'il s'est passé quelque chose, donc souvent, j'ai des rafales de 120 ou 240 photos, en gros, mais j'ai rarement plus. De toute façon, je crois que le buffer, à un moment donné, il s'arrête. Mais c'est vrai que je ne vais pas vous parler beaucoup du buffer, parce que finalement, le buffer, je n'ai pas rencontré énormément de problèmes. Parce qu'à partir du moment où vous avez la pré-rafale, vous ne shootez que quand vous savez qu'il s'est passé un truc. Et ça, dans la manière de shooter, ça change quand même la donne. Alors, un mot sur l'aspect vidéo du boîtier. Moi, j'ai pas d'A7S3, j'ai pas de FX3. Parce que c'est des boîtiers qui sont orientés 100% vidéo. Et je fais pas suffisamment de vidéos pour avoir un boîtier qui ne fait que de la vidéo. Et en fait, le A9 III, pour moi, ça a été le premier boîtier qui était capable, en plus d'être un appareil photo, d'être une super caméra. Parce que on a l'écran, le fameux écran qui reste à la fois dans l'axe, mais aussi qui se retourne. On a de la 4K 120 sur ce boîtier, on a le S-Log 3. On est capable même de faire de la 4K 120 avec le Crop Super 35 que moi j'utilise plein de fois pour des pack shots.
Clairement, on n'a aucun crop, quel que soit le mode. On est sur un boîtier qui ne surchauffe pas. C'est la première fois que j'ai un boîtier qui est aussi orienté vidéo en plus du boîtier photo. Donc c'est un couteau suisse dans le sens où il est à la fois capable d'être très très haut niveau en photo, mais aussi très très haut niveau en vidéo. Et je dois dire qu'il y a certes un point que j'ai pas du tout aimé, c'est que cet été, quand vous avez un ISO natif en S-Log 3 à ISO 2000, vous avez intérêt de partir armé avec des filtres MD. Clairement, ce ISO natif à 2000 ISO en S-Log 3, il facilite pas la vie, il vous oblige à vous équiper de filtres MD. Et avant ce boîtier, chez Sony, c'était toujours un peu pour moi la galère. J'étais obligé toujours d'avoir deux boîtiers, un pour la photo, un qui est plutôt pour la vidéo. Là, c'est la première fois que réellement, j'ai qu'un seul boîtier. Sur mon Sony A1, j'aimais pas du tout le système d'écran qui franchement me compliquait la vie dans beaucoup de situations. Là, forcément, c'est réglé. Et la colorimétrie du Sony A1 n'était pas non plus incroyable. Il y a quand même un vrai gap. Je vous avais fait un comparatif. Il y a quand même un vrai gap par rapport au Sony A1 en termes de colorimétrie. Donc, c'est vrai que c'est survalidé et j'ai plus aucune frustration à ce niveau-là depuis que je suis passé sur ce boîtier-là. Il y a un autre domaine pour lequel ce boîtier, quand même, il offre des nouvelles possibilités. C'est la photo au flash de jour. Vous voyez, j'étais au Sonic Ando, là, ils nous ont fait une démonstration. Moi, c'est pas quelque chose que j'utilise au quotidien. Et je dispose pas, je les ai pas achetés des flashs Sony qui réellement me permettent de faire ça. Mais je dois dire que là, vous voyez, toutes ces gouttes qui sont éclairées, c'est tout simplement parce qu'on est au flash. Ici, on voit que la combinaison est éclairée. On voit l'Akacha ici dans les yeux. Et ça, c'est grâce au flash en pleine journée, alors que on n'a pas besoin de fermer l'ouverture comme on serait obligé de le faire habituellement. Là, on fait de la photo au flash au 16 millième de seconde, au 10 millième de seconde. Et ça, c'est possible grâce au Global Shutter. Vous voyez, par exemple, sur ce portrait-là, clairement, on voit la différence sans flash avec flash. Sans flash avec flash. Vous voyez, les visages s'illuminent, la dynamique est mieux équilibrée. Et quelqu'un qui ferait des portraits, franchement, avoir ce flash-là et avoir cette possibilité-là, moi, je trouve que ça fait quand même pas du tout les mêmes photos. Et c'est un peu à ça que je résume le A9 III. C'est la possibilité de faire des photos où, potentiellement, c'est des photos qui étaient beaucoup plus difficiles à faire avec un autre boîtier. En fait, comme je viens de vous le montrer, ce boîtier, il fait des trucs qui sont assez uniques. 120 images par seconde, de la pré-rafale en RAW, du flash en plein jour, ce global shutter qui vous immunise contre n'importe quel éclairage pourri, n'importe quel mouvement, contre la distorsion. Vous savez que c'est un outil, et je parle bien d'outil, c'est pas lui qui fait les photos, c'est vous. C'est un outil qui vous immunise contre toutes ces situations merdiques où potentiellement vous allez être dérangé dans vos photos. Vous savez qu'avec lui, vous n'allez pas du tout être dérangé. Donc il a des features qui quand même vous apportent un truc en plus pour vous faciliter la vie, pour avoir des photos qui sont uniques. À une seule condition, j'ai envie de dire. Parce qu'il y a quand même une condition, c'est tout simplement que vous en ayez l'utilité. 120 images par seconde, si vous faites de la photo de rue, si vous faites de la photo événementielle, si vous faites de la photo de mariage, si vous faites de la photo plan-plan avec que des adultes, personne qui court jamais, franchement, je ne vois pas exactement, ça va vous compliquer la vie plus qu'autre chose. Des photos où vous allez avoir l'impression que c'est toutes les mêmes, parce que là, oui, 120 images par seconde, je vous montrais, il n'y en a pas deux qui sont les mêmes, mais c'est parce que c'est un mouvement très rapide. Si vous photographiez un mouvement qui n'est pas très rapide, vous n'en avez pas besoin. C'est la même chose. Si vous faites pas de photo au flash, que vous n'avez pas d'appétence particulière pour le portrait, que vous shootez jamais dans des éclairages artificiels, tout ça, franchement, ça vous fait ni chaud ni froid. Et ce boîtier-là, il va vous apporter vraiment pas grand-chose de plus parce que tout simplement, vous n'en avez pas le besoin. Idem, je pense que si vous faites de l'animalier et que vous savez que vous allez recadrer une majorité de vos photos, 40%, d'avoir une image 40% plus grande et avoir la haute résolution, c'est probablement quelque chose qui est assez irremplaçable. Et ce boîtier-là, je ne suis pas sûr qu'il soit fait pour l'animalier. Pause du Damien du montage parce que je reviens du salon de la photo. J'ai rencontré deux propriétaires d'un 9.3 qui faisaient de l'animalier et qui se rendaient compte à quel point 120 images par seconde, ça changeait tout pour eux. Donc finalement, même l'animalier, ça passe quoi. Idem, si vous cherchez la meilleure qualité d'image à haut ISO sans avoir besoin de passer par la case réduction du bruit, il n'est pas fait pour vous. Je discutais avec quelqu'un il n'y a pas longtemps qui a essayé le A9 III, qui shootait dans des conditions de très faible luminosité où il shootait à haut ISO et il espérait avoir des JPEG partageables directement sur le terrain. Non, il est obligé de passer par l'ordinateur, de faire une réduction du bruit. Donc, c'est des situations où le A9 III, il n'est pas mis en valeur. Tous ces points-là,
On en a énormément discuté au moment où le A9 III est sorti, et je trouve que ils ont un peu fait oublier à quel point le reste du boîtier, c'est tout simplement du jamais vu, et c'est un game changer sur le terrain, parce que vous allez obtenir des photos qui sont souvent impossibles, ou alors avec de la chance, avec un autre appareil. Encore une fois, il faut avoir besoin de 120 images par seconde, de la pré-rafale en RAW, de faire des photos flash de jour, d'avoir besoin d'être immunisé contre tous les éclairages pourris et de la distorsion issue de mouvements rapides, aussi bien en photo qu'en vidéo, parce que le prix il pique. Hein. Je comprends, hein, le prix il pique à fond. Après, ça reste quand même 500 € de moins finalement qu'un Canon R1 qui, entre guillemets, dispose d'une technologie qui est classique. Et pour le coup, il fait des trucs qui sont uniques. Voilà. ipln.fr, code créateur Damien, salut.